Bonjour et bienvenue à cette chronique sur la cuisine japonaise. Quand on parle de nourriture japonaise, souvent on pense aux plats les plus connus dans la culture occidentale, comme les sushis, les sashimi ou les ramen. Mais en vrai, la cuisine japonaise est beaucoup plus riche par rapport à ce que l'on pense, avec beaucoup de plats caractéristiques pour chaque région. Maintenant, je vais vous parler de 4 spécialités très populaires de la cuisine japonaise, qui sont très faciles à préparer. Les gyoza, les okonomiyaki, le melon pan et les pâtisseries en matcha. Vous trouverez les recettes après la présentation de chaque plat ou sur notre chaîne YouTube. Dans cette période difficile, où voyager à l'étranger devient très compliqué, ce que je vais vous proposer, c'est de voyager avec l'esprit en cuisinant des plats d'un pays qu'on aime bien, le Japon. Et maintenant, on va commencer notre voyage gastronomique. La première spécialité dont je vais vous parler est une des plus populaires, les gyoza. Ce plat typique du Japon descend en réalité directement du jiaozi, de l'Empire du Milieu, qui existe depuis 2000 ans en Chine et consiste en une enveloppe de pâte à base de blé scellé autour d'une farce au porc et aux légumes. Les gyoza consistent en une adaptation des raviolis chinois au goût du soleil levant. Et à titre de preuve de ça, le terme gyoza est écrit en utilisant exactement les mêmes symboles qu'en chinois, mais avec une adaptation bien sûr à la langue japonaise. Les gyoza ont une forme plutôt caractéristique, en demi-lune, et ils sont généralement préparés avec des légumes hachés, tels que l'ail, le chou et la ciboulette, et de la viande hachée comme le porc ou le poulet. Les ingrédients sont contenus dans une peau fine comme du papier, fabriquée à partir d'une pâte de farine de base, mélangée à de l'eau. Il diffère de son homologue chinois par la texture de sa pâte et l'assaisonnement de sa farce. En fait, les gyoza contiennent plus d'ail et la pâte est généralement plus fine et plus légère. La caractéristique principale de ce plat est le fait d'être croustillant d'un côté et moelleux de l'autre. Cependant, selon le degré de friture ou de vapeur, on distingue 3 types différents de gyoza. En premier, on trouve les yaki gyoza, où le terme yaki signifie griller, qui sont caractérisés par une méthode de cuisson particulière, qui implique une friture douce, parfois même sans huile. Ce type de gyoza est le plus typique et il est frit à la base et cuit à la vapeur sur le dessus. Le deuxième type de gyoza qu'on peut trouver est le nenrei gyoza et il est entièrement immergé dans l'huile et frit jusqu'à ce que toute la surface soit croquante. On peut trouver ce type de ravioli surtout dans des restaurants spécialisés en gyoza, car les Japonais généralement n'aiment pas beaucoup les aliments frits. Et le dernier type qu'on peut trouver, le plus répandu, est le sui gyoza. Le mot sui est l'un des mots utilisés au Japon pour désigner l'eau. Et en effet, ce type de gyoza est caractérisé par une cuisson à vapeur, originale avec l'eau portée à ébullition. Ils sont bouillis dans de l'eau et servis dans un bouillon très léger. Mais comment en fait les raviolis chinois sont-ils arrivés au Japon? Les raviolis chinois sont très probablement arrivés au Japon plutôt récemment. En fait, l'adoption du gyoza par le peuple japonais remonterait à la guerre sino-japonaise,
dès le début des années 1930, avec l'arrivée des immigrants chinois. Et une autre question qu'on peut se poser, c'est quand on pourra finalement voyager ailleurs, où est-ce qu'on peut les déguster? On les trouve partout. Pour déguster les gyoza, lors de votre prochaine visite au Japon, vous devez absolument aller dans un de ces trois endroits. Dans un izakaya, qui consiste en un restaurant quotidien traditionnel japonais, dans un restaurant de ramen, ou bien dans la nouvelle génération des bars, des gyoza bars. Ils sont généralement servis, les gyoza, par 6 ou 12 et se dégustent accompagnés de sauce soja vinaigrée ou d'huile de sésame piquante, appelée rayu, qui accentue leur goût. Pour certains types de gyoza en particulier, il est conseillé d'utiliser seulement l'huile piquante, comme dans le cas de ceux aux crevettes, car elles se marient assez mal avec le vinaigre. Les gyoza sont habituellement servis en accompagnement de menus plus copieux, comme par exemple des bols de nouilles ou de riz. La plupart du temps, mais de plus en plus de gyoza bars proposent une carte uniquement à base de variations de raviolis. Les farces et les différentes cuissons possibles du gyoza permettent d'élaborer des menus hauts en saveur qui raviront la curiosité de tous les papilles. Et maintenant, voilà pour vous la recette des gyoza.
La deuxième spécialité dont je vais vous parler est l'okonomiyaki, recette très répandue au Japon et particulièrement appréciée dans l'ouest du pays, principalement à Osaka et Hiroshima. Ce plat, qui est connu aussi comme pizza japonaise, mais qui partage avec celle-ci seulement la forme ronde, est à mi-chemin entre l'omelette garnie et la galette type crêpe. Littéralement, le mot okonomiyaki signifie ce que vous voulez griller. Et comme son nom l'indique, on peut trouver quantité d'ingrédients assez différentes dans ce plat. Mais qu'est-ce qu'on trouve donc à l'intérieur? Tous les okonomiyaki sont constitués d'une base, un mélange de farine de blé, d'œufs, de bouillon de poisson et de chou blanc. Divers ingrédients peuvent ensuite être incorporés à la pâte ou juste ajoutés sur le dessus. Du porc, de l'œuf, du fromage, un peu tout. La galette ainsi préparée est ensuite mise à cuire sur une plaque chauffante appelée teppan, soit en cuisine, soit directement sur la table devant le consommateur. Et dans certains cas, c'est même le consommateur qui peut préparer son propre okonomiyaki. Et le plat final est ensuite nappé de mayonnaise ou de sauce okonomi. Et on saupoudre de nori et de katsuobushi, c'est-à-dire du ponit séché. Le goût de l'okonomiyaki est un mélange de saveurs incongrues et consistant. En fait, la crêpe est croustillante, mais les nouilles restent un peu plus doux. Et le porc est salé, mais la sauce est piquante avec une petite touche de sucré. Et la plupart des saveurs les plus fortes sont bien équilibrées par le chou et les pousses des haricots. On peut trouver plusieurs types d'okonomiyaki en fonction des régions et un nombre incalculable de façons de les préparer. Mais les trois recettes plus célèbres sont celles d'Osaka, de Hiroshima et Tokyo. Dans la version du Kansai, du tororo, c'est-à-dire du nagaimo râpé, qui donne une pâte très gluante, est ajouté à la préparation de base et tous les ingrédients sont mélangés ensemble avant cuisson. Dans l'okonomiyaki d'Hiroshima, en revanche, les ingrédients ne sont pas mélangés, mais cuits les uns sur les autres, couche après couche. Des nouilles et des œufs viennent aussi coiffer le tout. Et enfin, dans le Kanto, on parle plutôt de monjayaki, un okonomiyaki caractérisé par une consistance beaucoup plus liquide, qu'on prépare en formant un cercle de garniture sur la plaque chauffante avant de verser la pâte au milieu. Alors que les autres recettes se mangent avec tout simplement des baguettes, cette version se déguste à l'aide d'une petite spatule. Et maintenant, pour conclure, je vais vous parler brièvement de l'histoire du plat. L'ancêtre le plus connu de l'okonomiyaki pourrait être le fumoyaki, qui était une sorte de crêpe mangée lors des cérémonies bouddhistes à partir du XVIe siècle, dans une version sucrée. Durant l'ère Meiji, ce plat se répandit au-delà des monastères et fut rebaptisé Mojiyaki. Si aujourd'hui l'okonomiyaki est une spécialité japonaise dégustée comme un plat de fête entre amis, directement au teppan, à la plaque de cuisson, cela n'a pas toujours été le cas. Vu qu'il est composé d'ingrédients peu onéreux et faciles à préparer, il est vite devenu un plat des temps de crise. En fait, après le séisme du 1923 de Kanto, quand les gens manquaient d'équipements de cuisine, il devint habituel de cuisiner ces crêpes, car elles ne demandaient pas beaucoup de matériel. Et de même, après la guerre en général, quand le riz était devenu rare, la consommation de ces galettes devint coutumière, car il est très copieux et très nourrissant. Et maintenant, voilà pour vous une recette de okonomiyaki
végétarien. Bonjour, je m'appelle Ron, Pondaron. Bienvenue à Poly Japan Cuisine. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un mets de la street food japonaise, les okonomiyaki. Ça veut dire comme tu le préfères, car tu peux ajouter ce que tu veux dedans. Il existe autant de versions que de régions, et la mienne est végétarienne. Tu es prêt? Alors allons-y! Youhou! Alors, pour commencer, tu auras besoin de 100 g de farine et d'une cuillère à café de poudre à lever, de 120 ml d'eau chaude, d'une algue kombu, mais c'est pas obligatoire, d'un petit oignon frais, de 2 œufs et d'une demi-courgette, ainsi qu'un demi-chou. Ça peut être un chou chinois, un chou pointu ou un chou blanc comme ici. C'est comme tu préfères et selon ce que tu trouves dans ton magasin. Pour finir, il te faudra un peu de sel et un cube de bouillon aux légumes ou aux algues. Ma petite touche secrète, c'est de mettre un peu de nori grillé dans la pâte. Si tu ne la trouves pas en petits morceaux, tu peux acheter des feuilles de nori pour sushi et les découper avec des ciseaux. Si tu veux relever le tout, tu peux ajouter de la poudre de piment ou du gingembre. Pour les garnitures, il te faudra de la sauce pour okonomiyaki. C'est une sauce à base de légumes. Il existe même une version bio sans glutamate. Tu la trouveras facilement dans les épiceries japonaises. Il faut aussi de la mayonnaise. La mayonnaise japonaise est plus sucrée et a une texture plus légère, mais la normale, elle va très bien aussi. Pour finir, de l'algue nori à nouveau. Et pour une touche suisse, tu peux prendre un peu de gruyère râpée. Allez, c'est parti! Youhou!
J'espère que ça vous a plu. C'était Polly Japan Cuisine. Bon appétit! Et maintenant, pour les amateurs du sucré, ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. Et je vais parler maintenant du melon pain et de l'utilisation d'un élément très connu de la culture japonaise, le matcha, dans la pâtisserie. En entendant le nom melon pain, pour la première fois, vous avez sûrement pensé, mais en fait, est-ce que le melon pain, c'est bien un pain au melon? Et la réponse est absolument pas. En vrai, le terme melon est plutôt lié à la forme de cette spécialité qui ressemble à celle d'un melon d'origine coréenne, qu'il était censé imiter. Le melon pain consiste en fait en une viennoiserie japonaise, comparable à la brioche au sucre, recouverte d'une pâte craquelée, qui est caractéristique de cette spécialité, avec une texture croustillante. Les ingrédients de base sont principalement le beurre, le lait et le sucre. Mais aujourd'hui, à cause de son grand succès dans tout le pays, on peut en trouver en plusieurs variantes. Aux pépites au chocolat, au matcha, garni d'une crème pâtisserie, et maintenant, même au melon. Et oui, les variantes de ce produit sont très nombreuses et varient en fonction des régions. Parmi les versions les plus amusantes, on trouve le melon pan no kawa. Dans ce cas, la brioche disparaît et seule la pâte croustillante, qui est appelée kawa, du dessus se déguste. Et maintenant pour vous, la recette du melon pain.
Et finalement, la dernière spécialité du soleil levant dont je vais vous parler, c'est le matcha et son utilisation dans les desserts. Beaucoup d'entre vous ont sûrement déjà entendu parler de cette variante du thé vert, qui a gagné beaucoup de succès ces dernières années dans les pays occidentaux. Pour ceux qui connaissent un petit peu moins, je vais l'introduire brièvement. Ce thé est caractérisé par le fait d'être consommé en poudre, après avoir broyé entièrement la feuille du thé. Et il provient de la Chine, où il a été inventé pendant le Xe siècle. C'était le thé préféré des moines chinois. Et aujourd'hui, il représente un ingrédient indispensable de la cérémonie du thé au Japon. Dans les dernières années, le matcha est devenu un superfood grâce à ses propriétés antioxydantes. Son goût unique et sa couleur très esthétique sont les raisons principales pour sa large utilisation dans les sucreries japonaises, mais aussi dans beaucoup de desserts occidentaux. Nous allons vous présenter maintenant la recette pour préparer des délicieux sablés au matcha. Merci pour votre attention et bon appétit! Bonjour, je m'appelle Pandaron et bienvenue à Poly Japan Cuisine. Aujourd'hui, on va faire des biscuits au matcha et c'est super bon. Alors vous êtes prêts? Suivez-moi! Youhou! Pour commencer, vous aurez besoin de 200 g de farine, d'un grand saladier et de quelques ustensiles, de 90 g de sucre cristal, de 80 g de beurre coupé en morceaux, de 3 cuillères à café de matcha, voire plus si tu aimes ça. Il te faudra aussi un œuf et un peu de vanille, ainsi qu'un emporte-pièce. Mais si tu n'en as pas, n'aie pas peur, j'ai des astuces pour tout à l'heure. Si tu veux un peu de glaçage, tu peux prendre du sucre glace et un peu de matcha. Voilà, nous sommes prêts à y aller. Youhou! Ça m'a l'air pas mal tout ça. Passons à la farine. La pâte a refroidi, elle sera beaucoup plus facile à travailler. Prends ton rouleau à pâtisserie et étalons-la.
désulfurisé. Une fois refroidi, on peut le déguster ou alors on peut aussi faire du glaçage. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt!